La serre ou le jardin d'hiver, c'est vraiment un motif récurrent dans la littérature de la fin du siècle. On retrouve des motifs de serre, de jardin d'hiver un petit peu partout dans la littérature. D'abord une fonction, je dirais, de décor, une fonction de marqueur social et peut-être une fonction plus poétique, plus métaphorique. Au niveau du décor, alors on retrouve l'image du jardin d'hiver dans de célèbres textes de Zola ou de Maupassant. Ce sont vraiment des scènes d'anthologie. Là, il y a la célèbre scène de la curée de Zola, avec la scène d'amour assez torride du personnage féminin principal, René, et son beau-fils Maxime, donc une relation interdite. Et donc souvent dans la littérature naturaliste, il y a cette association entre voilà, la serre chaude ou le jardin d'hiver comme lieu d'expression de la sensualité, voire de la sexualité aussi. Le 19e voit le déploiement de cette bourgeoisie plein et entier. C'est un peu elle qui donne le là dans la société belge. Le hobby de la culture de plantes exotiques et hors de prix, c'était souvent des plantes importées directement de la nature, collectées par des naturalistes collecteurs. Cette activité se trouve un carrefour intéressant qui est celui d'être à la fois signe extérieur de richesse et signe de richesse intérieure. Posséder donc une collection pareille chez soi, à Schaerbeek ou ailleurs, c'était une occasion de rentrer en contact avec la création et donc le créateur, de se rapprocher en quelque sorte du créateur de toute chose et de sa création telle qu'elle a pu couler de sa main à l'origine. Il y avait donc quelque chose de la spiritualité ou du spirituel dans ce geste. La description de la sexualité est encore complètement taboue et les romans peuvent tomber sous le coup de la censure. Et donc on utilise souvent les plantes, les sèves qui montent pour décrire la sexualité des personnages de manière indirecte. Alors il y a aussi Maupassant, parce que dans un cas de divorce, une nouvelle célèbre, il va nous raconter l'histoire d'un personnage qui va déserter, on va dire, le lit conjugal pour s'adonner à des relations plus que sensuelles avec les fleurs de sa serre, donc, et qui donne lieu à des descriptions assez étonnantes du commerce du personnage avec les fleurs qu'il cultive. Posséder une serre était déjà onéreux. Les plantes pouvaient atteindre parfois l'équivalent de plusieurs centaines de jours de travail d'un jardinier ou d'un ouvrier. Donc signe extérieur de richesse et signe de richesse intérieure, c'est là que se trouve cette activité horticole au XIXe siècle. Et c'est comme ça qu'on va voir dans la bourgeoisie exploser la passion pour les plantes tropicales. Il y aura des modes, évidemment. Les orchidées vont sûrement rester un peu des stars. Les cactus auront leur heure, les palmiers certainement. Les palmiers seront considérés comme très chic, des choses vraiment à cultiver. Marqueur social aussi, la serre, puisque tout le monde veut une serre à l'époque ou un jardin d'hiver qui est l'aménagement chic aussi des maisons bourgeoises. Et on le voit très bien dans un roman de Camille Lemonnier, donc qui est un romancier belge proche du naturalisme. Ce roman s'intitule Madame Lupard et on y trouve une petite bourgeoise qui, pour imiter les goûts des classes supérieures auxquelles elle aspire, va, on va dire, harceler son mari pour qu'il lui offre et aménage un jardin d'hiver. Puisque son idée, c'est d'utiliser aussi la décoration d'intérieur et les aménagements pour marquer l'ascension sociale de son mari. Mais comme celui-ci ne gagne pas tellement d'argent finalement parce qu'il est petit employé au ministère, eh bien elle va se prostituer occasionnellement et utiliser cet argent gagné ainsi pour améliorer son quotidien et surtout investir dans la décoration d'intérieur. Enfin, on peut dire que la serre va aussi être exploitée de façon plus métaphorique chez les poètes, comme Maeterlinck avec son célèbre recueil Serre chaude. Et là, ce qui va être mis en avant, c'est évidemment toujours cette idée du végétal cultivé hors nature, de l'artifice, mais aussi une façon de décrire l'âme du poète, cette idée aussi du retrait du monde, de la clôture, où on cultive son moi. À Bruxelles, comme ailleurs, la vie des élites sociales est rythmée, scandée par des activités des sociétés horticoles. La société linnéenne, la société de Flore, le jardin botanique lui-même organise des expositions, même chose à Ixelles, à Schaerbeek, à Boisfort plus tard. Donc partout ont lieu ces concours, ces lieux où on vient faire la démonstration de ses aptitudes culturelles. À dire vrai, ce sont plutôt des jardiniers qui sont payés par les élites sociales qui développent leur talent. Mais enfin, on vient rivaliser de splendeur, de générosité lors de ces expositions. C'est vraiment quelque chose qui rythme
la vie des élites sociales de la capitale, mais également de toutes les villes de province. C'est tout à fait étonnant. C'est lié au succès de l'horticulture belge, évidemment, qui est mondialement réputée. Elle est à Gand, ça c'est son centre nerveux, mais Bruxelles a également sa scène horticole extrêmement vivante, extrêmement dynamique, avec des grands importateurs de plantes, des grands producteurs de plantes, à 2 pas entre le jardin botanique d'ailleurs et la maison Autré qui n'existe pas encore. On a eu le grand Galeotti, grand importateur de plantes, ancien explorateur. Au parc Léopold, on a la maison Linden, par exemple. Et puis, on a alors tous ces producteurs de fleurs coupées pour des compositions, pour des bouquets. D'ailleurs, les bouquets et compositions font leur entrée dans les concours horticoles, même faire l'objet d'expositions d'art floral. La première, à ma connaissance, a lieu au début du XXe siècle. À Bruxelles. Mirbeau, c'est un auteur qui était très proche des peintres de son temps, très ami avec Monet, mais il est aussi l'auteur d'un roman très étrange, Le Jardin des Supplices, où il est question d'un jardin magnifique, exubérant, mais qui se trouve quelque part en Asie, dans l'enceinte d'une prison. Et en fait, on voit que cette flore magnifique, exubérante, est en fait nourrie par les cadavres des personnes suppliciées ou exécutées. Et donc voilà ce qui a l'air très beau, très séduisant, ce jardin magnifique, est en fait né de la mort et de la souffrance d'autres personnages. Donc on retrouve aussi toujours cette part sombre et un petit peu inquiétante de la nature qui est exploitée par les auteurs. Une horticulture donc reconnue dans le monde entier, un nombre d'amateurs absolument effarant. Eh bien, il y a de la place, du coup, pour des périodiques, pour une presse horticole. Et effectivement, au 19e, dès les années 30, on voit apparaître en Belgique des revues très luxueuses. Tout indique, en vérité, que ces revues sont destinées à des élites sociales. Ces revues sont souvent d'ailleurs un petit peu des catalogues des grandes maisons horticoles. Ce sont les maisons horticoles qui souvent les financent. Ce sont des catalogues qui ne disent pas leur nom. Les écrivains partagent aussi cette fascination pour les formes végétales, et notamment la ligne ondoyante, la ligne ondulée, la ligne serpentine, ou ce qu'on appelle aussi à l'époque l'arabesque. Et on va voir se mettre en place pas mal de collaborations entre des écrivains, des artistes décorateurs et des éditeurs, notamment pour des volumes illustrés ou mis en page. Je pense par exemple à certains volumes de poésie d'Émile Verhaeren, mis en page par Georges Lehmann. Donc pas simplement des illustrations, mais véritablement une typographie particulière, une recherche pour la mise en page de la couverture, des culs de lampe, etc. La culture de la plante est quelque chose qui élève l'âme et qui moralise. Alors dans un premier temps, évidemment, ces horticulteurs ou ces passionnés de plantes, ces amateurs, appartiennent aux élites sociales, mais il devient à un moment en tout cas, on juge qu'il est intéressant d'amener les classes sociales défavorisées à la culture, vers la culture. On va assister à une démocratisation de l'horticulture et de la culture des plantes décoratives. On va voir dans les revues également des articles témoignant du fait que les appuis de fenêtres sont partout occupés par des plantes. Pas les appuis de fenêtres des grandes demeures patriciennes, les appuis de fenêtres de tout le monde. On considère que l'ouvrier qui pourrait aller dépenser sa paye au cabaret, s'il a une plante ou une jardinière ou un jardinet chez lui, eh bien il aura tendance plutôt à rentrer pour s'occuper de son petit peuple végétal. Ça le responsabilise, ça l'arrache à des activités potentiellement viciées. Et donc là encore, la plante a des vertus pour la société dans son ensemble. La démocratisation de la culture de la plante décorative trouve aussi sa justification, outre la baisse des prix des plantes, dans cet espoir ou ce désir.